Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. Notre maison vieillit et nous regardons ailleurs. C'est la formule choc employée par le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj, dans l'interview coup de gueule donnée cette semaine à nos confrères du Parisien. Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour. Votre constat, c'est que la question du grand âge, de l'accompagnement des personnes âgées, de la dépendance est sans cesse renvoyée au calendrier grec, alors qu'il y a urgence à se saisir du problème. Et pour en discuter ce matin, j'ai également invité Dany Forster, directeur d'EHPAD. Bonjour Dany. Bonjour. Avant d'engager notre échange, je vous propose de réécouter ce que disait le président de la République, Emmanuel Macron. C'était en 2020, il y a 3 ans. Nous allons, dans les prochains mois, bâtir une loi, et j'aurai l'occasion d'y revenir et de me réexprimer dans les prochaines semaines sur ce sujet avec plus de détails, mais où on va permettre, avec l'ensemble des professionnels, au fond, d'investir dans le grand âge. Non pas une loi pour donner des grands principes, mais une loi très concrète qui, pour les prochaines années, va nous permettre de construire ce nouvel édifice dont notre nation a besoin. Jérôme Guedj, que s'est-il passé depuis 3 ans ? C'est même pire, c'est depuis 5 ans, parce que ça c'est en 2020. Et en fait, c'est en juin 2018 qu'Emmanuel Macron a annoncé la loi grand âge. Il l'avait dit, ce sera pour la fin 2019. Et en 2020, il disait, pas besoin d'une grande loi, mais simplement des choses très concrètes. Voilà, sauf que ça s'appelle de la procrastination. C'est un joli mot qui est de repousser en permanence des choses qui sont pourtant essentielles. Et c'est vraiment, votre extrait est très parlant, parce que les familles, les professionnels du secteur, dans les associations et les services d'aide à domicile, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les collectivités locales, ils n'ont pas vu de changement significatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui déjà c'est compliqué. Et on a devant nous, et c'est une bonne nouvelle, une explosion démographique parce que vont arriver aux grands âges les fameux baby-boomers, ceux qui sont nés en 1945, qui avaient 20 ans en 1968 et qui vont commencer à avoir 75, 80, 85 ans. Donc on va avoir une explosion démographique. Et jusque-là, moi je disais que c'est une bonne nouvelle. C'est l'allongement de l'espérance de vie, c'est le progrès de notre système de santé, de protection sociale, etc. Sauf que là, j'hésite plus à dire qu'on prépare une crise du vieillissement. Si on n'accompagne pas de manière satisfaisante, alors on va avoir des très grandes difficultés pour les familles, parce que les difficultés, elles sont dans le recrutement du personnel. On va probablement en parler dans un instant avec Dany Forster. Déjà aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a un reste à charge pour les familles, notamment dans les EHPAD. Ma collègue Christine Pires-Beaune vient de faire un rapport passionnant avec beaucoup de propositions pour baisser le reste à charge. Les enjeux, les problématiques sont connues depuis des années. Il y a la question du maintien à domicile. On en parlera évidemment. Le soutien à domicile, c'est l'aspiration prioritaire, première. Et là, on continue à bricoler avec des acteurs dans le domicile, que ce soit des associations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des collectivités locales, qui ont un mode d'organisation qui est archaïque. Je pèse mes mots. C'est le Moyen-Âge, l'organisation de l'aide à domicile, pas par les professionnels qui y sont, qui vraiment sont formidables, mais par exemple, c'est une tarification à l'heure. Où il existe encore une tarification à l'heure qui a été revalorisée très légèrement, de 22 à 23 euros. Je vais être honnête. Moi, mon coup de gueule, je l'ai poussé là cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a 20 ans, jour pour jour, c'était la canicule de 2003. C'est le moment où on se rendait compte que le réchauffement climatique allait avoir des conséquences concrètes, et notamment pour les plus fragiles. Rappelez-vous, à l'époque, 20 000 morts en quelques jours, principalement à près de 80% des personnes âgées. Donc à ce moment-là, il y a une sorte de prise de conscience qu'il y a un sujet personnes âgées dans le pays. Il ne s'est pas rien passé. On a fait des choses. Il y a eu la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, vous savez, avec le fameux jour férié, le lundi de Pentecôte. On a amélioré ces 20 dernières années les ratios de personnel dans les EHPAD. On a, sous François Hollande, fait une loi d'adaptation de la société au vieillissement. Emmanuel Macron a créé une 5e branche de la sécurité sociale. Donc moi, je conteste pas. Mais ce ne sont que des petits pas qui ne sont pas à la hauteur de cette révolution de la longévité, d'un changement qui va impacter tous les domaines d'activité. Quand on va doubler dans les 20 ans qui viennent les plus de 85 ans, ça va se voir dans les villes, dans la manière d'organiser les transports, dans la manière d'organiser l'habitat. Et c'est pour ça que moi je fais souvent la comparaison avec la transition écologique, parce que c'est un phénomène aussi important. Vous savez, il y a c'est la même urgence. Il y a 3 phénomènes qui vont bousculer nos vies. La transition écologique, la transition démographique, et puis celui dont vous avez parlé tout à l'heure, la transition numérique,
l'intelligence artificielle qui va bouleverser l'organisation du travail. Donc ces 3 sujets, ils concernent toute la société, de la petite enfance jusqu'au grand âge. Et ben il y en a un qu'on continue à ne pas regarder, voilà, pour une raison essentielle, c'est que ça fait peur. D'abord, le vieillissement fait peur en général, donc on peut pas s'intéresser. Pourquoi le gouvernement procrastine pour reprendre votre expression? Pour moi, il y a 2 raisons. Il y a une raison qui est collective, il faut qu'on se batte tous sur la coulpe, c'est qu'on invisibilise les personnes âgées. La question du vieillissement, on est dans une société dans laquelle les valeurs premières, c'est celle de la jeunesse, c'est la rapidité, la performance, la vitesse, l'efficacité. Alors que le vieillissement, ça apporte d'autres valeurs, des valeurs de lenteur, de tempérance, de sagesse, dont je pense qu'on a probablement besoin dans nos sociétés. Donc ça, c'est déjà, voilà, on invisibilise les personnes âgées. On se dit que les familles vont pouvoir s'en occuper par elles-mêmes, et c'est un peu le chacun pour soi. Puis la deuxième raison, inévitable, c'est que pour répondre à ce défi, il va falloir dégager des moyens supplémentaires. Emmanuel Macron, en 2018, quand il annonce cette loi, lui-même, il dit « Oui, il faudra qu'on aille chercher 9 à 10 milliards d'euros ». Alors bien sûr, ça fait peur. D'ici 2030. D'ici 2030. Voilà. Donc si on s'y était pris un peu à l'avance, on serait monté en puissance progressivement pour notamment recruter du personnel. Parce que ça, faut qu'on s'enlève une idée de la tête. C'est pas de l'argent qu'on va donner aux personnes âgées. C'est de l'argent pour améliorer l'intervention humaine dans les EHPAD, dans les services à domicile. Et donc, en fait, c'est pour créer de l'emploi. C'est pour créer de l'emploi dans des entreprises privées, dans des associations et dans des collectivités locales ou dans des opérateurs publics. C'est de la création d'emplois qui va être absolument indispensable pour éviter on parle beaucoup des déserts médicaux, mais on a de plus en plus des déserts médico-sociaux, des endroits où on n'arrive pas à recruter des personnels, notamment dans certaines parties du territoire, où on va se retrouver avec des personnes âgées qui veulent vieillir chez elles, qui habitent des bourgs, des petites villes, mais dans lesquelles il va y avoir de moins en moins de médecins, il va y avoir de moins en moins de commerce alimentaire, il va y avoir de moins en moins de services publics et de moins en moins de personnes pour s'occuper d'eux. Donc, on est sur un enjeu aussi, à la fois d'emploi, je le dis, d'aménagement du territoire, de pouvoir d'achat, parce qu'il y a aussi une problématique. On a beaucoup parlé des retraites cette année, mais si vous avez des difficultés financières, comment vous payez votre EHPAD? Comment vous avez les services qui vous sont accompagnés? Donc moi, je plaide, c'est pour ça que je défends l'idée d'une sécurité sociale, d'une 5e branche, et tant mieux qu'elle ait été créée, mais le problème c'est que pour l'instant, on n'y a pas mis les financements et les moyens pour le faire. Et sur le sujet que vous évoquez, le fait qu'un président de la République, je me rappelle à l'époque, Édouard Philippe, Premier ministre, avait dit « Cette loi sera le marqueur social du quinquennat ». Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans? Rien. Et pire, dans les dernières semaines, des parlementaires Renaissance, parce que ce combat, je vais vous dire, il est partagé. Il est transpartisan. Il est transpartisan, en réalité. Moi, on a beaucoup d'alliés sur tous les bancs, et quand on a eu un petit texte qui a été présenté par des parlementaires Renaissance, je pense à Annie Vidal, Laurence Cristol, Monique Iborra, qui sont des parlementaires, ou Astrid Panosyan-Bouvet, qui sont des parlementaires de la majorité, qui elles-mêmes sont conscientes qu'il y a besoin d'avancer. Elles ont essayé de présenter un texte qui n'allait pas très loin, parce que c'est d'initiative parlementaire. Et même ce texte, on n'a pas réussi à terminer l'examen du texte. C'était au printemps. C'était au printemps. Le texte s'est arrêté le 11 avril, il devait revenir dans les jours qui venaient, et en 3 mois, rendez-vous compte, le gouvernement n'a pas trouvé 2 jours pour terminer l'examen de cette petite loi bien vieillie. Alors nous, on a réussi à glisser. En un mot, avant de donner la parole à Denis Forster, ça proposait quoi ce texte ? C'est des dispositions qui allaient dans le bon sens. Par exemple, la création d'une carte professionnelle pour les professionnels de l'aide à domicile. Vous savez, quand elles vont à la pharmacie ou faire des courses, il faut bien qu'elles puissent garer leur voiture, avoir une file prioritaire. On s'est rendu compte de ça, notamment beaucoup pendant le confinement, où quand il fallait aller chercher des équipements, des masques dans les pharmacies, elles ne pouvaient pas justifier de leur statut professionnel. Il y a une mesure que le gouvernement a proposée, et moi je reconnais qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, qui est la création d'un sorte de guichet unique. Ça s'appelle un service public territorial de l'autonomie, parce que c'est un parcours du combattant pour les familles. Quand arrive la dépendance, les difficultés liées au vieillissement, on ne sait pas à qui s'adresser. Il y a plusieurs interlocuteurs, le conseil départemental, l'État, les collectivités locales, le bailleur social. On ne sait pas auprès de qui s'adresser. Et donc si on veut de manière égalitaire accompagner les Français confrontés au vieillissement, les aidants notamment, qui s'épuisent beaucoup au contact des personnes âgées, il faut leur faciliter la vie. Donc il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais qui sont des tout petits pas. Vous savez, depuis 5 ans, il y a eu une quinzaine de rapports de très grande qualité qui ont été produits après des concertations. Ils ont tous été enterrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de suite opérationnelle qui a été donnée. Franchement, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, je vois
depuis le coup de gueule que j'ai poussé, mais heureusement plein d'autres avant moi l'avaient fait. Il y a des grandes fédérations, l'Union des CCS, la Fédération hospitalière de France, l'Association des directeurs d'EHPAD, la DPA, tous disent il faut qu'on obtienne cette loi. Donc moi j'appelle de mes voeux à une sorte de grande coalition de tous les acteurs du secteur, d'une mobilisation citoyenne, transpartisane, pour dire écoutez, maintenant il faut qu'on avance, qu'on légifère, qu'on dégage les moyens. Rendez-vous compte, même la Cour des comptes, d'habitude la Cour des comptes elle dit il faut serrer la vis. La Cour des comptes dans ses rapports elle dit on ne dépense pas assez en France pour accompagner le grand âge. Donc ce sujet-là ne peut pas être, et je suis inquiet sur ça, la victime des tours de vis budgétaires qui s'annoncent à la rentrée. S'il y a un sujet qui doit être sanctuarisé, c'est celui-là. Dans ce pays, cette année, on a fait une loi de programmation sur la défense. On a fait une loi de programmation sur les moyens du ministère de l'Intérieur. On a fait une loi de programmation sur la justice. Et on n'est pas foutu de faire une loi de programmation sur le grand âge. Le régalien, c'est important, la police, la justice, la défense. Mais la santé, le social, les personnes âgées, c'est aussi important. On va évidemment développer les propositions que vous faites. Danny Forster, en quelques mots avant la pause, mais bien sûr, on vous donnera plus largement la parole dans la deuxième partie. Vous dirigez un EHPAD en Eure-et-Loire, je le précise. Vous partagez l'analyse de Jérôme Guedj sur l'inaction du gouvernement? Alors, bonjour, merci beaucoup. Alors moi, je vais commencer quand même tout d'abord par l'intérêt général en faveur des résidents doit primer sur les logiques politiciennes. Je veux quand même rappeler que Brigitte Bourguignon, la ancienne ministre en charge de l'autonomie, a pris des mesures importantes et courageuses en diligentant une enquête administrative et judiciaire lorsqu'il y avait l'affaire Orpea qui a éclaté, qui a mis en évidence des malversations financières ne servant pas l'intérêt du bien-être des résidents. Et je pense qu'il faut quand même saluer tout de même le courage qu'elle a pu prendre à ce moment-là. Donc, et puis, il y a eu l'augmentation de la prime Ségur, 200 € net par mois en plus, ce n'est pas négligeable. Alors, en effet, les mesures, certes, il n'y a pas eu d'effet escompté, parce qu'on manque toujours de personnel soignant, y compris aides-soignants diplômés ou infirmiers. Donc, il faut travailler sur comment rendre le métier plus attractif. Mais en tout cas, il y a eu des mesures qui ont été prises. Donc, il faut vraiment concentrer nos efforts sur l'amélioration de la qualité de vie au travail pour le personnel, donc en donnant du sens à notre engagement dans la prise en charge des aînés, et puis augmenter, et ça je rejoins ce que dit M. Guedj, le nombre de personnels soignants dans les EHPAD, et il faut aussi parler de la formation, parce que c'est important de les former. On a vu le rapport de l'IGAS tout récemment qui pointe des défaillances dans la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et donc il faut former le personnel à accompagner ces résidents, et aussi au niveau des soins palliatifs, puisque nous ne sommes pas suffisamment armés. Et puis aussi, je finirai par là, augmenter le temps de personnel, niveau, par exemple, pour les psychologues ou des ergothérapeutes, parce qu'actuellement, ils sont à mi-temps. Il faudrait considérablement augmenter leur temps de présence, qui va faciliter et préserver l'autonomie des résidents. Merci à tous les deux. Vous restez évidemment avec nous. On va poursuivre cet échange après cette courte pause. Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne, accuse le gouvernement de négligence à l'égard des personnes âgées. Il est notre invité dans les débats de l'été. Et nous sommes également avec Danny Forster, qui dirige un EHPAD en Eure-et-Loire. Danny, je me tourne à nouveau vers vous. Vous avez du mal à recruter du personnel dans votre EHPAD ? Oui, en effet, on a des difficultés à recruter du personnel soignant, aide-soignant diplômé, et alors les infirmiers, je n'en parle même pas parce que là, c'est vraiment une pénurie totale sur tout le territoire national. On propose même de les rémunérer jusqu'à 70 € par heure durant l'été pour accompagner les résidents durant les fortes chaleurs. Et malgré cela, malgré les compensations aussi de l'État, on n'arrive pas à pourvoir sur ces postes parce qu'il manque cruellement. Jérôme Guedj, que faut-il faire pour améliorer la situation dans les EHPAD et que les résidents aient un nombre minimal de salariés pour s'occuper d'eux ? D'abord, il faut justement, et Danny Forster a raison d'insister sur ce point, partir des besoins. Aujourd'hui, l'accompagnement des personnes âgées dans les établissements, il faut constater ce dont on a besoin. Par exemple, dans les EHPAD, et je parle sous le couvert de Danny Forster, il n'y a pas de présence médicale ou très peu la nuit. Voilà. Il n'y a pas, par exemple, et j'en le découvre, il n'y a pas d'infirmière la nuit dans les EHPAD. Et donc, s'il y a un pépin de santé le soir, on appelle les pompiers, on appelle le SAMU et on va envoyer les personnes à l'hôpital. Alors même que le profil des résidents des EHPAD aujourd'hui, en 2023, n'est plus le même de celui d'il y a 15, 20 ou 30 ans, où c'était une maison de retraite faiblement médicalisée. Là, on va à l'EHPAD quand on n'en a plus le choix.
soit parce qu'on a des troubles cognitifs, maladie d'Alzheimer, soit parce qu'on a plusieurs pathologies qui font que le maintien à domicile, le soutien à domicile n'est plus possible. Moi, je défends avec d'autres, et encore une fois, là c'est transpartisan, dès 2018, des parlementaires, je pense à Caroline Fiat, vice-présidente de l'Assemblée nationale La France Insoumise, et Monique Iborra, qui était dans la majorité, avaient proposé qu'on mette en place dans les EHPAD un ratio minimal d'encadrants. Voilà. Comme ça existe dans d'autres accompagnements, dans les crèches, il y a des ratios, on dit voilà le nombre de personnel, et s'il n'y en a pas, l'établissement ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, on ajoute à petite dose des moyens, mais qui ne sont pas à la hauteur. Et vous entendez les aides-soignantes et les infirmières qui disent on s'épuise dans ce travail. Et c'est un travail qui devient potentiellement maltraitant quand on n'a pas le temps de donner le repas pour accompagner la personne, quand on n'a pas le temps de la discussion, de l'échange. Et là, on est dans un serpent qui se mord la queue. Parce que il y a quelques mois, au moment du budget de la sécurité sociale, donc celui qui donne les moyens pour les EHPAD, Emmanuel Macron, il avait annoncé dans sa campagne présidentielle 50 000 postes supplémentaires pour l'ensemble des EHPAD. Déjà, c'est pas assez. Tous les professionnels du secteur disaient que c'est au moins 100 000 qu'il fallait créer. Mais admettons, 50 000. Et ben, la première année, il en a créé que 3 000. On pouvait s'attendre à 10 000, 10 000, 10 000. Rendez-vous compte, hein, ces 3 000, ça fait à peine un demi-poste supplémentaire par EHPAD. Et donc, quand j'ai interpellé le ministre de l'époque, Jean-Christophe Combe, qui n'a pas été reconduit dans le nouveau gouvernement, la réponse qui était faite, c'était « ça ne sert à rien qu'on crée des nouveaux postes, puisqu'on n'arrive pas à recruter vu les difficultés de recrutement. » Mais sauf que on entretient. Il y a des difficultés de recrutement aussi parce que les conditions de travail sont difficiles et qu'il y a des gens qui veulent pas y aller. Parce qu'on n'a pas fait, Danny Forster a raison d'insister sur ce point, le plan de formation qui offre y compris les perspectives de carrière et de déroulement de carrière dans les EHPAD. Parce que les questions de rémunération demeurent problématiques. Enfin, encore une fois, je fais la comparaison parce que je trouve que c'est toujours éclairant. Quand, vous savez, l'armée de terre, chaque année, elle a besoin de recruter, je crois, 30 000 personnes. Elle n'hésite pas à mettre le paquet, ni sur les niveaux de rémunération, ni sur les campagnes de communication qu'on voit sur tous les grands écrans. Et ces invisibles de la solidarité que sont les professionnels du domicile ou les professionnels dans les EHPAD, on les a applaudis parce que c'était les premières lignes au moment du confinement. Et après, on regarde ailleurs parce que c'est pas des métiers qui sont réputés nobles, alors qu'ils sont absolument indispensables pour l'ensemble de la société. Voilà. Et c'est des métiers souvent avec des catégories populaires qui les exercent dans des territoires parfois de relégation où c'est compliqué. On a besoin de ces professionnels en nombre. Et je trouve que voilà, là aussi, on n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Danny Forster, s'il y avait une priorité pour vous à retenir dans le cadre de cette éventuelle grande loi sur le grand âge. L'une priorité, c'est vraiment essentiellement la formation du personnel. Moi, je pense que c'est vraiment important et ça a été dit là actuellement. Après, j'ai entendu M. Guedj parler de recrutement de personnel soignant et puis un ratio minimum. Et moi, j'invite vraiment aux parlementaires aussi de s'assurer que quand on aura cette enveloppe, et j'ose espérer que ce sera le cas prochainement, il faut aussi s'assurer que les grands groupes privés utilisent à bon escient l'argent pour le personnel. Vous voyez, c'est important parce qu'on a entendu des malversations financières et je vous le dis honnêtement, parce que vous savez, je suis issu du privé. Enfin, on sait très bien quelles sont les méthodes et je pense que vous le savez très bien, Monsieur Guedj aussi. Donc, moi, j'en ai d'ailleurs discuté avec certains des députés LFI à ce sujet, y compris avec Luc Carvounas, qui a d'ailleurs fait une tribune hier dans Le Monde en disant qu'il s'inquiétait de la situation dans les EHPAD publics et qu'il a tout à fait raison, parce que c'est vrai, la situation financière est catastrophique. Pour quelle raison? Puisqu'on a peu de familles qui souhaitent aller dans les EHPAD du fait de ce qui s'est passé à la suite de l'apparition du livre de Victor Castanet. Oui, le scandale le secteur privé, pour moi, a entaché la réputation de l'ensemble du secteur du grand âge, y compris dans les EHPAD publics, donc ce qui fait qu'on a moins de résidents qui veulent rentrer en EHPAD, ce qui fait qu'on a moins de ressources, évidemment. Donc c'est comme ça qu'on a une situation financière assez compliquée, à tel point que même les privés font des remises commerciales, allant jusqu'à 1 000 ou 2 000 euros par mois. Et malheureusement, ça a des impacts dans les EHPAD publics, puisque les EHPAD publics, eux, se financent avec ces moyens-là. Donc c'est des manques de ressources. Et puis, cette situation est aggravée par l'inflation, avec le coût alimentaire qui a augmenté et le prix du chauffage et tout cela. Donc c'est vrai que la situation, elle est catastrophique et au rouge. Et donc vous avez raison de faire ce coup de gueule dans le Parisien. Mais derrière, je pense qu'aussi, il faut donner des garanties aux familles en disant que
que les personnes iront dans les maisons de retraite et on prendra vraiment en charge correctement leurs proches. Et je pense qu'il faudra mettre l'accent dans le secteur du privé, même si on a évidemment besoin de ce secteur-là, puisqu'ils ont développé le PASA et d'autres, vous voyez, prises en charge importantes pour accompagner au mieux les résidents. Mais je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir. Et on voit dans le dernier sondage de l'IFOP, de Frédéric Delby, on en a parlé dans Sud Radio, où on voit que les familles ont une réticence de placer leurs proches en EHPAD, mais ont une grande reconnaissance envers les professionnels qui travaillent dedans et qu'il faut souligner leur travail remarquable. Jérôme Guedj, en quelques mots, effectivement, ce scandale Orpea a fait beaucoup de mal à l'image des EHPAD en général. C'est vrai, il faut plus de transparence là-dessus, de toute façon. Ça a été utile comme interpellation et je plaide en effet aussi pour une régulation de ce secteur, pour privilégier en effet le développement du secteur public et du secteur associatif. Mais comme on a beaucoup parlé des EHPAD, je voudrais pas qu'on oublie, vous l'avez mentionné vous-même, la priorité c'est aussi quand même le secteur de l'aide à domicile, oui. et au-delà la question de comment on adapte l'ensemble de la société et de la ville au vieillissement de la population. Les maires sont souvent en première ligne pour accompagner ce vieillissement et là aussi il faut qu'on puisse leur donner des moyens pour le faire, mais puisqu'il faut terminer, ça n'a pas bougé. Et donc, il faut qu'il y ait une forme d'insurrection citoyenne. Et moi, j'appelle de mes vœux à ce qu'il y ait un rapport de force qui se construise. Il n'y a pas les professionnels du secteur, quelques élus portent cette voie-là. Il n'y a pas c'est pas un terme péjoratif. Il n'y a pas un lobby vieux qui s'organise dans le pays. Moi, j'appelle de mes vœux à ce que l'ensemble on est tous des vieux en devenir. Oui. Et par conséquent, moi, je souhaite que je parlais tout à l'heure d'une coalition de l'ensemble des acteurs, de citoyens. On va lancer une pétition parlementaire, c'est-à-dire sur le site de l'Assemblée pour dire on veut une loi grand âge et donc j'espère que les Français des gens venant de tous horizons se mobiliseront parce qu'il y a urgence aujourd'hui et il y aura encore plus urgence dans les années à venir. Et je terminerai juste en rappelant que selon les petits frères des pauvres, 2 millions de personnes âgées sont isolées des cercles familiaux et amicaux et ils parlent de 530 000 en mort sociale. Situation de mort sociale. Non mais l'isolement des personnes âgées c'est un énorme trou dans la raquette essentiellement des politiques publiques. Des personnes de plus de 85 ans et essentiellement dans le milieu rural. Et merci les petits frères des pauvres de poursuivre cette interpellation sur un sujet pareil qui n'était pas en haut de la pile des préoccupations. La question de l'isolement des personnes âgées devrait être une priorité de politique publique au service d'une politique du grand âge. Merci beaucoup Jérôme Guedj, merci Danny Forster d'avoir été avec nous.